Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans le journal de Télé Djibouti dans l'actualité de ce 15h. Le chef de l'État a présidé aujourd'hui la 8e séance du Conseil des ministres. Le compte rendu nous sera fait par la porte-parole du gouvernement par intérim, Mme Loufa Ismaël Abdou. Et l'Égypte qui accueillera le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique place la COP27 sous l'objectif global de mise en œuvre. Sous la présidence du président de la République et chef du gouvernement Ismaël Omar Guelleh, a eu lieu ce mardi la 8e séance du Conseil des ministres où cette question était inscrite à l'ordre du jour. Le compte rendu nous est fait par la porte-parole du gouvernement par intérim, Mme Loufa Ismaël Abdou. Sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République et chef de gouvernement, s'est tenue la 8e séance du Conseil des ministres en ce mardi 24 mai 2022. Ont été examinées à l'ordre du jour 7 questions et 3 communications. La première question qui a été examinée, c'était le projet de loi portant ratification de la République de Djibouti de la Charte africaine sur la sécurité routière. Le projet de loi a pour objet la ratification de la Charte africaine sur la sécurité routière adoptée par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine le 31 janvier 2016. Cette charte sert de cadre de politique au renforcement de la sécurité routière en Afrique en stimulant les stratégies de sécurité routière au niveau national et en permettant l'élaboration de programmes de sécurité routière au niveau national, régional et continental, tout en contribuant à la sécurité routière et à la promotion de l'harmonisation des données en matière de sécurité routière. Cette ratification de cette charte permettra donc à notre pays de renforcer son arsenal juridique en matière de sécurité routière. La deuxième question qui a été examinée aujourd'hui en Conseil des ministres, c'était le projet de décret portant application, organisation et fonctionnement de l'École nationale d'études judiciaires. Le présent projet de décret a pour objet de définir l'organisation et le fonctionnement de l'École nationale d'études judiciaires, qui est un établissement public administratif d'enseignement, de formation et de recherche scientifique. L'école a pour objet de participer à la consolidation des acquis professionnels des acteurs judiciaires ou de tout autre professionnel assimilé ayant trait au domaine judiciaire et juridique. À ce titre, cette école a pour mission d'assurer la formation initiale des auditeurs de justice et de greffiers stagiaires et la formation continue des auxiliaires de justice ou toute autre profession ayant trait au métier d'avocat, de notaire et de huissier. Elle est également chargée de la réalisation et ou de la publication des recherches et études scientifiques liées aux différents domaines juridiques et judiciaires. L'ambition de cette école est à court terme de permettre l'émergence d'un corps de professionnels parfaitement formés et rodés aux pratiques judiciaires et juridiques et de faire éclore un vivier de formateurs judiciaires et juridiques en capacité d'assurer des formations initiales et continues. La troisième question de l'ordre du jour de ce matin portait sur le projet de décret sur les formations et les régimes des études de l'École nationale d'études judiciaires. Le présent projet de décret, qui a été examiné, portait sur les offres de formation de l'École nationale d'études judiciaires, ENEJ, ainsi que sur les structures des différents bénéficiaires qui sont entre autres les auditeurs de justice et les greffiers, stagiaires, les avocats, les notaires, les huissiers et les agents pénitentiaires et toute autre profession assimilée ayant trait au domaine judiciaire et juridique. Les formations dispensées par l'ENEJ sont divisées en 3 catégories, à savoir les formations initiales, les formations continues et les autres formations. Ce texte vise aussi à définir les conditions d'accès et la durée des formations, ainsi que les modalités de prestation de serment. La finalité de ce projet de texte vise à répondre aux objectifs de valorisation des ressources humaines dans les domaines judiciaires et juridiques de notre pays. La 4e question est une question qui est en référence avec le ministère du Budget. C'est le projet d'arrêté portant affectation de 2 parcelles de terrain au profit du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Le projet d'arrêté a pour objet l'attribution de 2 parcelles de terrain sises, l'une à Balbala Sud et l'autre au sein du lotissement Nassib.
Les dites parcelles de terrain d'une superficie totale de 60 000 m² sont destinées aux implantations d'une école bilingue et l'autre pour une école fondamentale. Et suivant le compte-rendu de la seconde partie de cette 8e séance du Conseil des ministres, toujours avec la porte-parole du gouvernement par intérim. La 5e question à l'ordre du jour qui a été examinée ce matin, c'est le projet d'arrêté portant affectation d'une parcelle de terrain au profit du ministère des Affaires musulmanes et des biens waqf situés dans l'enseigne de l'ancienne gare. Le projet d'arrêté a pour objet l'affectation d'une parcelle de terrain située dans l'enceinte de l'ancienne gare et en bordure de la rue de la gare d'une superficie de 2308 m². Cette parcelle de terrain est destinée à l'implantation d'une mosquée dénommée Nashr ad-Din. La 6e question de ce matin, qui a été examinée ce matin, c'est le projet d'arrêté portant la déchéance et attribution d'une parcelle de terrain sise dans la zone portuaire à l'Association des transitaires de Djibouti. Le projet d'arrêté a pour objet la déchéance d'une parcelle de terrain de 3 762 m² non bâtis en concession provisoire située à la zone portuaire, souscrite au livre foncier sous le numéro TF 20 568. La dite parcelle ainsi déchue est reversée dans le domaine privé et attribuée à l'Association des transitaires de Djibouti. La 7e question de l'ordre du jour était en référence avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Le projet d'arrêté portant renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Institut supérieur de sciences et de la santé. Le présent arrêté a pour objet le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'ISSS, conformément aux dispositions du décret 2013-208, le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable tous les 3 ans. Enfin, les communications ont été faites au sein de ce Conseil des ministres. La première communication a été faite par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui a fait un compte-rendu de sa visite de travail qu'il a effectuée à Doha du 11 au 14 avril. Également, le ministre de l'Agriculture a fait un rapport de mission sur la participation du président de la République à la 15e session de la conférence des partis COP 15 qui s'est tenue du 9 au 10 mai à Abidjan. Le chef de l'État a prononcé au cours de ce sommet un important discours en appelant de ses vœux à la réalisation d'une plus grande solidarité internationale autour des conséquences drastiques nées du cumul du réchauffement climatique et de la réduction des terres arables dans plusieurs régions de par le monde. Il a affirmé que les 10 prochaines années doivent être consacrées à l'action commune et au dépassement des égoïsmes nationaux afin de mettre en exergue notre responsabilité universelle quant au sort de notre planète, notre maison commune. Enfin, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement a fait un compte-rendu sur sa participation au Forum d'aviation future qui se tenait du 9 au 11 mai 2022 à Riyad, en Arabie saoudite. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, a fait également un compte-rendu sur sa participation au Congrès mondial des services publics qui s'est tenu du 9 au 11 mai 2022 à Abu Dhabi. Dans l'actualité également, le ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, et ministre de l'Intérieur par intérim, a reçu hier la délégation de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est, conduite par le général Dieudonné Amoulou Bahigua, président en exercice de l'organisation et commissaire général de la police nationale de la République démocratique du Congo. Introduite par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdulrahman Ali Kaïn, la délégation effectue actuellement une visite de travail dans notre pays. Après un bref mot de bienvenue, le ministre de l'Intérieur par intérim a remercié la délégation pour leur volonté de renforcer la coopération entre notre pays et leur organisation. Le président en exercice de l'organisation, le général Dieudonné, a quant à lui exprimé ses chaleureux remerciements pour l'accueil qui lui a été réservé. Le directeur de la sécurité publique et de la police nationale, le colonel Omar Hassan, et le directeur des services de l'immigration et des renseignements généraux, le colonel Idriss Jama, étaient également présents lors de cette entrevue entre le ministre de l'Intérieur par intérim et la forte délégation de l'EAPO.
l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est. Dans la même matinée, la délégation conduite par le président en exercice de cette organisation, Organisation de coopération des chefs d'Afrique, des chefs de police d'Afrique de l'Est, le général Dieudonné, a été reçu par le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin. Au menu des discussions, la signature d'un accord de coopération sur la criminalité transfrontalière entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. Cet accord qui fut paraphé par le directeur général de la police nationale au nom du ministre de l'Intérieur renforcera la lutte contre les menaces criminelles entre les États membres de l'organisation. Cette visite de travail de la délégation d'une durée de 72 heures avait pour principal objectif la signature d'un accord de coopération entre les États de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Est. L'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est est un corps de police régional dont les membres sont les chefs de police des 14 pays. Cette organisation a été créée en 1998 dans le but d'harmoniser, de renforcer la coopération policière et les stagiaires et les stratégies communes, de partager des informations relatives à la criminalité et d'harmoniser les lois afin de renforcer la capacité des forces de l'ordre à lutter contre la criminalité transnationale organisée. À noter que notre pays fait partie des membres fondateurs de cette organisation. La visite de travail de la délégation de l'Organisation de coopération des chefs de police d'Afrique de l'Est s'est poursuivie avec la visite du port polyvalent de Doralé, accueilli par le directeur général du JMP, Ibrahim Darar. Le général Dieudonné Amouli et ses collègues ont écouté les explications sur le fonctionnement de ce port qui fait la fierté de notre pays avant de poursuivre par une visite des différentes infrastructures. En fin de matinée, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin et le général Dieudonné Amouli, président en exercice de l'organisation et commissaire général de la police nationale de la République démocratique du Congo, ont procédé à un échange de cadeaux en présence du directeur de la sécurité publique de la police nationale, le colonel Omar Hassan, et du colonel Idriss Djama. Une formation sur la digitalisation de services financiers des institutions de microfinance a eu lieu aujourd'hui à la Banque centrale de Djibouti, dirigée par le gouverneur de la Banque centrale, Ahmed Ousmane. Cette formation vise à offrir aux employés des institutions de microfinance le savoir-faire nécessaire à la mise en œuvre et l'application des outils de travail financier à l'ère numérique. La Caisse populaire d'épargne et de crédit de Djibouti, connue sous l'acronyme CPEC, est une institution financière qui offre des produits, des services financiers conçus pour le public exclu des circuits bancaires traditionnels. Financée par la Banque mondiale par le biais du Centre de leadership et de l'entrepreneuriat et l'Agence djiboutienne de développement social, la digitalisation vise à moderniser les services financiers de la CPEC en offrant de nombreuses opportunités digitalisées de ces groupes sociaux professionnels exclus des banques traditionnelles. Via le téléphone mobile. Donc, via le téléphone mobile, les clients pourront consulter leur solde, pourront faire des transferts via les comptes à compte. Et effectivement, la CPEC pourra également avoir des partenaires comme les stations d'essence, les boutiques, les magasins également, pour pouvoir desservir en fait, les clients à partir du mobile. Donc c'est un processus qui va beaucoup plus faciliter le quotidien des clients de la CPEC. On appelle le USSD parce que cette interface de digitalisation est très pratique à utiliser. On n'a pas besoin d'avoir un niveau d'alphabétisation assez poussé pour l'utiliser. C'est des écrans tactiles. Je pense qu'une petite formation de quelques minutes pourra permettre à ces femmes de pouvoir absorber ce process. Nous allons passer également au niveau du USSD, qui est également pour permettre aux zones les plus reculées, qui n'ont pas Internet, de pouvoir accéder directement aussi à l'application via le USSD. Donc la digitalisation, c'est tout un process qui va impliquer vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de technologies derrière. Mais le but final, c'est de pouvoir vraiment faciliter
les échanges entre clients et les CPEG à travers la digitalisation. Écoutons un extrait de l'intervention de la directrice générale de la microfinance de la DDS. La digitalisation et l'interconnexion permettront aux caisses d'élargir leur gamme de produits et services et d'être à l'heure du numérique. Et oui, surtout en cette période de Covid-19. SAF6 et l'interconnexion faciliteront les fonctionnalités des caisses et des échanges intercaisses grâce aux serveurs qui seront installés dans les caisses, à la Banque centrale et à la DDS. Aussi, le contrôle de la Banque centrale et le suivi de la DDS seront également facilités, ainsi que la production et les échanges des statistiques. Ces modernisations des outils au sein des caisses n'ont pu se faire sans l'appui de notre partenaire stratégique qui est le CLE, ainsi que la Banque mondiale. Et nous les remercions au passage. Notre gratitude va également à l'égard de la Banque centrale, de notre tutelle, des présidentes des caisses. J'invite donc l'ensemble de nos collègues de bien suivre cette formation et de s'approprier de ces outils. Merci. Suivant à présent le mot du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Asman. Un réel plaisir de vous recevoir ce matin et de participer au lancement de ces travaux de formation qui vous permettront de maîtriser la dernière version de l'outil de travail que vous avez dans les CPEC. C'est une version récente qui permettra déjà au dispositif actuel d'être actualisé par rapport aux capacités du système pour le mettre à un très bon niveau. Et pourquoi le mettre à jour? C'est justement pour permettre l'arrivée de la digitalisation qui permettra de lisser vos relations avec votre clientèle, de vous priver très prochainement de ces papiers que constitue le livret, de faciliter la transmission des informations avec la Banque centrale, de mieux gérer les bases de données, les reporting, de mieux digérer l'arrivée de la digitalisation avec les empreintes digitales, avec la carte à puce. En fait, c'est une révolution et c'est un grand jour. Et pour passer le cap, il est important que pendant les 3 jours que vous allez rester avec nous à la Banque centrale, soyez captifs, profitiez de l'expérience de nos experts pour prendre le relais, mieux connaître l'outil et mieux guider les CPEC dans le futur pour l'arrimer à ce qui arrive sur la place de Djibouti. Les CPEC seront désormais reliés avec les instruments que vous avez à leur fin pour être intégrés dans notre dispositif national qu'on appelle l'ATS+. C'est un système numérisé de compensation qui permettra de relier les CPEC aux banques et qui permettra dans le futur aussi de recevoir les switches avec tous les autres instruments de paiement. Dans le reste de l'actualité, la Caisse nationale de sécurité sociale a organisé un atelier de formation sur l'utilisation de la vulgarisation des tableaux statistiques donc de la sécurité nationale. Ce matin, c'était à l'hôtel Kempinski. Cet atelier qui a été présidé par la directrice générale de la CNSS, Mme Dera Ahmed Rableh, a vu la participation du directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti, Idriss Ali Suldan, le secrétaire général du ministère du Travail, le directeur adjoint Abdul Radr Dini et de nombreux autres participants. L'objectif de cet atelier était d'identifier l'importance de l'utilisation des outils statistiques dans le pilotage et la prise de décision. Il est à noter que les ateliers dureront 6 jours jusqu'au 30 mai prochain. Écoutons les explications du directeur général de l'Institut national de la statistique de Djibouti qui a mis l'accent sur l'importance de cet atelier. En son sein, gage de son engagement à mener à bien sa mission à la lumière des décisions adéquates fondées sur les données organisées, traitées et analysées. C'est sûrement là le secret des innovations et du succès que connaît l'actuelle administration de la Caisse nationale de sécurité sociale. Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs, j'aimerais attirer votre attention par conséquence en ma qualité de statisticien que le département de la statistique créé à la CNSS
aura besoin pour être fonctionnel et utile aux autres services, un environnement collaboratif autour de la coordination, du partage sans réserve des données et de l'appui sans faille des responsables de la Caisse nationale de la sécurité sociale. Pour ma part, je peux vous assurer que l'INSTAD, l'Institut des statistiques de Djibouti, apportera à ce département tout l'appui technique nécessaire à la réalisation de leur activité statistique, comme c'est le cas actuellement pour cette formation et l'enquête en cours sur l'impact socio-économique des congés de maternité de 6 mois, ces activités dont les résultats sont attendus à la fin de ce mois de mai. Écoutons cette fois un extrait du discours de la directrice générale de la CNSS. Cette démarche a pour but d'inculquer, d'instaurer une culture de la statistique au sein de notre organisation de sécurité sociale par le développement d'un modèle de collecte et de traitement de données fiables et la formation de celles et ceux qui auront l'importante charge, l'importante mission de fournir les bases et les données statistiques qui en assureront aussi le stockage et la diffusion. Qu'est-ce que représente l'information statistique? Quelle est sa valeur? Son utilité? Pour quel usage? Je laisserai bien entendu le soin d'y répondre aux experts, aux intervenants donc, qui animeront cet atelier et qui nous familiariseront avec cet outil formidable. Cependant, pour ma part, et de façon, je vais dire, assez scolaire, je retiens cette formule, celle de dire que la statistique est liée à la connaissance. C'est un savoir qui permet d'appréhender un réel inconnu de façon rationnelle dans le but d'en capturer une image à un moment donné. Donc j'espère que j'ai été assez juste dans la définition de ma compréhension aussi des statistiques. Donc en matière de sécurité sociale, vous devez comprendre que les statistiques sont des instruments incontournables. On s'en sert pour fournir des données de base pour le contrôle administratif des régimes de sécurité sociale et l'appréciation de l'efficacité de leur fonctionnement, par exemple. Pour fournir une base pour l'appréciation de la structure financière de nos régimes, pour les évaluations actuarielles, pour fournir aussi un moyen d'apprécier le système de sécurité sociale en tant qu'instrument de la politique sociale nationale. Et c'est l'heure de retrouver l'appel à la prière. Je vous retrouve tout de suite après pour le reste de l'actualité. Le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de la santé publique, en collaboration avec les centres américains de contrôle et de prévention des maladies, le réseau africain d'épidémiologie de terrain, l'Organisation mondiale de la santé, met en œuvre le programme de formation en épidémiologie de terrain première ligne depuis le 31 octobre 2021. Eh bien, le FETEP Franligne est une formation continue de 3 mois visant à améliorer la capacité des agents de surveillance à collecter, analyser, interpréter les données de surveillance et à prendre des mesures. Il est également conçu pour améliorer la qualité, l'exhaustivité, la promptitude des données ainsi que la capacité des agents à faire de bonnes investigations et à mettre en place des mesures de prévention et de contrôle des maladies ou événements de santé publique. Cet atelier a été donc présidé par le président du conseil régional d'Arta, Elmi Bouhgoudadé, que je propose de l'écouter. C'est pourquoi je remercie au ministère de la Santé, à tous les participants, à tous les cadres du ministère de la Santé, les organisations internationales qui nous épaulent à tous, à la santé. Je vous remercie encore une fois, monsieur le directeur, de nous avoir choisi pour formation de vos affiliés de la ville d'Arsa et au centre Chamil.
c'est un investissement pour nous aussi, parce que pendant 5 jours... et donc, sans plus tarder, je déclare ouvert l'atelier de Cordier, et je vous en remercie. Le deuxième atelier donc, du FETEP première ligne qui se tient à Arta. Après le premier atelier tenu le 27 mars au 1er avril dernier au niveau du même site. Eh bien, l'objectif de l'activité de terrain était de permettre aux résidents d'acquérir les compétences nécessaires pour collecter, analyser, interpréter et rapporter les données de surveillance de la santé publique. Pour plus de précisions sur les tenants et aboutissants de cette formation, de cet atelier, écoutons le directeur général de l'Institut national de la santé publique de Djibouti, Dr Hussein Youssef Dalal. À Arta, au Sunihil, donc pour annoncer la couleur de ce qu'on appelle un atelier sur la formation en épidémiologie de terrain. Nous avons déjà gradué 22 personnes. Nous avons lancé depuis un mois le processus de formation. Ils se sont habitués à la surveillance épidémiologique. Le deuxième mois, nous avons démarré ce qu'on appelle l'investigation, comment une personne peut investiguer. Donc à l'issue de ce travail, les résidents vont aller sur le terrain, mener les investigations des maladies potentiellement épidémiques. Cette activité est menée par le ministère de la Santé par le biais de l'Institut national de santé publique qui coordonne cette activité avec le programme AFNET sous la coordination de l'IGAT. Nous avons lancé cette activité qui prend en compte toutes les prestations sanitaires au niveau national, à savoir la CNSS. Nous avons des résidents de la CNSS, nous avons les résidents des corps constitués en totalité. Nous avons des résidents également de tous les ministères de la Santé et les autres ministères dans le cadre de One Health. Notre objectif final, sans oublier, d'ici la fin d'année, nous voulons graduer 220 personnels sanitaires. Ces 220 personnes seront composées des infirmiers, des laborantins, des cadres d'investigation sanitaire, des épidémiologistes de terrain. L'Égypte, qui accueillera le prochain sommet des Nations Unies sur le changement climatique, incitera les pays à tenir leurs promesses de réduire fortement les émissions de gaz à effet de serre, facilitera les discussions non contradictoires sur l'indemnisation des pays en développement pour les conséquences du réchauffement climatique et permettra aux militants du climat de manifester. C'est ce qu'a déclaré le président entrant de la COP27. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, qui est également le président désigné de la prochaine conférence annuelle des partis qui se tiendra en novembre dans la station balnéaire de la mer Rouge, Sharm el-Sheikh, a qualifié l'objectif global de mise en œuvre. Selon le ministre, le dernier sommet qui s'est tenu l'année dernière en Écosse a finalisé de nombreux engagements pris lors de l'accord de Paris en 2015 qui visait à réduire les émissions et à limiter le réchauffement climatique à 1,5 Celsius depuis l'ère pré-industrielle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. On se retrouve à 22h pour un nouveau journal et avec le même plaisir.